Nous sommes le 30 mars 2026. Le prix du baril de Brent vient d'atteindre 114,60 $, en hausse de 89% depuis le début de l'année, en moins de 4 mois. Et pendant ce temps, le président des États-Unis déclare que l'Iran a été, je cite, essentiellement décimé, que 90% de leurs lanceurs ont été éliminés. Victoire totale, victoire annoncée. Sauf qu'un mois après le début du conflit, les missiles iraniens continuent de frapper des bases saoudiennes et des radars américains, avec précision. Voilà le paradoxe central de ce que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Pas la guerre telle qu'on vous la raconte, la guerre telle qu'elle fonctionne réellement, avec ses mécanismes, ses bascules monétaires et ses conséquences directes dans votre vie quotidienne. Parce que cette vidéo ne parle pas seulement du Moyen-Orient. Elle parle du prix que vous payez à la pompe, de votre épargne, de la dette française et d'un changement de système monétaire mondial qui se joue en ce moment dans un détroit qui contrôle près de 20% du pétrole de la planète. Dans les prochaines minutes, nous allons analyser les faits bruts, ceux que personne ne conteste. Ensuite, les mécanismes profonds qui expliquent pourquoi cette guerre est différente de toutes les précédentes. Puis les figures qui incarnent les contradictions du moment. Et enfin, le retournement que presque personne ne formule clairement. Ici, on ne choisit pas de camp, on choisit les faits. Ce que vous allez entendre vient exclusivement de sources documentées, économistes, analystes militaires, journalistes de terrain. Pas d'opinion. Pas de théorie fumeuse, juste les faits bruts et ce qu'ils impliquent. Voici la question que je vais poser maintenant et à laquelle je ne répondrai complètement qu'à la fin. Est-ce que la guerre de 2026 est le moment où le dollar perd réellement son rôle de monnaie du pétrole mondial? Ou est-ce une crise de plus qui finira par se résorber comme les précédentes? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Ce type d'analyse indépendante, sourcée, sans agenda partisan, ça prend du temps à construire et ça mérite d'être soutenu. 2 secondes, un clic, et vous soutenez une chaîne indépendante. Merci. Commençons par poser les faits. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël déclenchent des frappes contre l'Iran. Selon les sources disponibles, le guide suprême Ali Khamenei est tué dans ses premières heures, ainsi qu'une partie de son entourage proche. C'est un fait d'une gravité exceptionnelle. En 45 ans, la République islamique n'avait jamais perdu son chef de cette façon. Dans les jours qui suivent, l'Iran ferme, ou filtre, le détroit d'Ormuz. Ce détroit est le point de passage de près de 20% du pétrole mondial. Chaque pétrolier qui l'emprunte conditionne les prix de l'énergie sur toute la planète. Le 12 mars 2026, les cours du pétrole franchissent durablement les 100 $ le baril. Ils ne redescendront pas. Au 30 mars, le Brent est à 114,60 $, en hausse de plus de 60% depuis le 1er janvier. Ce sont des données de marché vérifiables, documentées par l'économiste Marc Toiti dans ses analyses de mars et avril 2026. Maintenant, regardons le mécanisme militaire, parce que c'est là que l'idée reçue la plus commune s'effondre. On a longtemps dit, et certains le répètent encore, que l'armée iranienne est technologiquement dépassée, que face à la puissance aérienne américaine, elle ne pouvait tenir qu'un temps. Mais voilà ce que les faits montrent. L'Iran a développé des missiles balistiques à combustible solide, prêts à être lancés en 10 minutes, pas en plusieurs heures, comme les anciens missiles à carburant liquide, en 10 minutes. Et ces missiles embarquent des ogives à sous-tête multiples, 80 projectiles par missile, qui saturent les systèmes antimissiles occidentaux. Concrètement, un drone iranien coûtant 50 000 $ peut détruire un radar américain d'1 milliard de dollars. C'est un rapport de coût de 1 pour 20 000. Selon l'analyse de l'ancien colonel Hervé Carès,
C'est précisément cette asymétrie économique qui rend l'impasse stratégique impossible à résoudre par la seule puissance aérienne. Et l'Iran a anticipé les frappes depuis des années. Ses usines de missiles sont enterrées sous 500 mètres de roches. Ses centres de commandement sont décentralisés. Les États-Unis utilisent leur puissance aérienne comme un marteau. Mais les cibles essentielles sont hors de portée. C'est ce qu'on appelle dans le jargon stratégique une victoire impossible pour l'un, une défaite impossible pour l'autre. Du moins, tant que l'Iran tient le détroit d'Ormuz. Et c'est là que commence quelque chose de vraiment différent. Parce qu'Ormuz n'est pas seulement une question militaire, c'est une question monétaire. Prenons un peu de hauteur. Depuis 1974, le pétrole mondial se vend en dollars. C'est l'accord dit du pétrodollar, conclu après les chocs pétroliers, qui a garanti pendant 50 ans la domination financière américaine. Pour acheter du pétrole, n'importe quel pays du monde devait d'abord acheter des dollars. Ce qui signifie que la demande mondiale en dollars était structurellement garantie, quelle que soit la politique monétaire américaine. C'est ce système que la crise de 2026 est en train de fissurer. L'Iran prépare une loi pour imposer des taxes de passage dans le détroit d'Ormuz, payables exclusivement en yuan chinois. Pas en dollars, en yuan. Si les navires veulent transiter en sécurité, ils paient en yuan. Ce qui signifie que pour acheter du pétrole qui passe par Ormuz, il faudra d'abord acheter des yuans. La logique du pétrodollar est retournée. Ce mouvement s'inscrit dans une architecture géopolitique que certains analystes soutiennent depuis plusieurs années. Une thèse théorique, mais cohérente avec la séquence factuelle que nous observons depuis le 28 février. La Chine et la Russie voient dans ce conflit l'opportunité de briser l'hégémonie financière américaine. Ils n'ont pas besoin de gagner militairement. Ils ont besoin qu'Ormuz reste filtré suffisamment longtemps pour ancrer le nouveau régime monétaire dans les habitudes des acheteurs. Parlons maintenant d'un chiffre qui concerne directement la France. La dette publique française était de 3 460 milliards et 500 millions d'euros fin 2025, soit 115,6% du produit intérieur brut. Depuis le début du conflit, les taux de l'obligation assimilable du Trésor à 10 ans, LOAT, ont bondi à 3,87%. LOAT à 30 ans atteint 4,6%. Ces chiffres, documentés par Marc Toiti, signifient quelque chose de très concret. Chaque point de hausse des taux coûte des milliards d'euros supplémentaires au refinancement de la dette française. Dans un contexte de crise géopolitique prolongée, ce n'est pas un signal d'alerte, c'est une alarme. Et pendant ce temps, un homme comme Netanyahou incarne l'autre face du problème. La ligne dure. Selon les analyses de Carès, Netanyahou semble contester systématiquement toute sortie négociée en éliminant les modérés iraniens capables de discuter. Larijani, entre autres. Ce faisant, il verrouille la porte de sortie diplomatique que les Américains eux-mêmes cherchent à ménager. C'est une contradiction au cœur même de la coalition. Prenons une pause et mettons un autre visage humain sur tout ceci. David Le Quintrec est patron pêcheur artisan. Il témoigne en mars 2026 d'une réalité que les chiffres ne racontent pas seuls. Le prix du gasoil pour les pêcheurs atteint 1,35 € dans certains ports français. Or, le seuil de survie économique pour un bateau de pêche artisanal se situe autour de 60 centimes. Au-delà, l'activité n'est plus viable. Alors les pêcheurs s'adaptent. Ils se rapprochent des côtes pour économiser le carburant. Ce faisant, ils appauvrissent les zones de pêche littorales. Ce que raconte Le Quintrec, c'est la transformation d'une profession entière en temps réel sous la pression d'un conflit qui se passe à 5000 km de Brest ou de Lorient. Cette figure-là, le pêcheur qui tire à l'économie, c'est le fil conducteur entre la guerre d'Ormuz et votre caddie de supermarché. Parce que ce qui se joue là-bas détermine directement ce qui se passe ici. Parce que la flambée du pétrole n'est pas le seul feu allumé. Il y en a un second, souterrain, dans le système financier lui-même. Vous voyez maintenant pourquoi l'impasse militaire n'est pas séparable de la question monétaire.
Ce sont les deux faces d'un même mécanisme. Et c'est précisément ce mécanisme qui répond à la question posée en ouverture. Est-ce que le dollar perd son rôle de monnaie du pétrole, ou est-ce une crise qui se résorbe? Nous allons maintenant entrer dans la partie la plus dense de cette analyse, celle que peu de commentateurs formulent clairement, parce qu'elle oblige à regarder plusieurs crises simultanément et à voir qu'elles se renforcent mutuellement. Voici ce que la plupart des commentaires semblent ne pas comprendre. La crise de 2026 n'est pas une crise unique. C'est la convergence de 3 crises simultanées, dont 2 précédaient le conflit. Et leur convergence produit quelque chose de qualitativement différent. Première crise, on l'a vu. Le pétrole, Hormuz, le basculement vers le yuan. Deuxième crise. L'analyste financier Alain Falanto, en avril 2026, pointe quelque chose que les marchés n'avaient pas encore intégré: la bulle de l'intelligence artificielle. Falanto cite un exemple précis. Nvidia, le fabricant de puces pour l'intelligence artificielle, était valorisé en bourse à un montant supérieur au produit intérieur brut de l'Allemagne. Quand Falanto compare la situation actuelle à l'an 2000 et à 2008, il ne le fait pas pour dramatiser. Il constate une configuration de valorisation qui n'est plus ancrée dans les fondamentaux économiques. Troisième crise. Le crédit privé, ce qu'on appelle le shadow banking, le système bancaire parallèle. Ce marché représente 2000 milliards de dollars de créances privées hors bilan des banques régulées. Ces fonds ont été massivement souscrits par des épargnants et des institutions européennes. Ils ne peuvent plus honorer les demandes de sortie. Les banques européennes sont exposées. Le risque de contagion systémique est réel. La hausse du pétrole alimente l'inflation. Hausse de 1,1% des prix à la consommation en France sur le seul mois de mars 2026. Inflation annuelle projetée au-delà de 3%, voire 3,5%. L'inflation force les banques centrales à maintenir des taux élevés. Les taux élevés alourdissent le coût de refinancement des dettes souveraines. La dette française, à 115,6% du produit intérieur brut, devient exponentiellement plus coûteuse. Et pendant ce temps, le shadow banking implose sous la pression des taux. Chaque crise nourrit les deux autres, en boucle, sans point de sortie évident. Ce que je vais décrire maintenant n'est pas une interprétation politique, c'est une lecture des faits tels qu'ils sont documentés. La rhétorique de Trump, la victoire annoncée, les 90% de lanceurs détruits, l'Iran essentiellement décimé, cette rhétorique n'est pas une erreur de communication, c'est une stratégie. Une stratégie que Carrez documente comme relevant d'un style d'affirmation de victoire pour la forcer, affirmer ce qui n'est pas encore acquis, comme si le dire suffisait à le rendre réel. Sauf que cette stratégie a une conséquence directe sur la sortie de crise. Trump avait donné 48 heures à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de bombarder les centrales électriques iraniennes. Puis, il a repoussé cette date limite. Puis encore. Elle est désormais fixée au 6 avril. C'est une reculade factuelle, pas une négociation tactique. Et c'est là qu'entre J.D. Vance. Le vice-président américain s'est mis en retrait médiatique. Selon les sources disponibles, c'est précisément parce que Téhéran lui fait encore confiance, seul dans toute l'administration, pour une sortie de crise négociée. Vance est la porte de sortie honorable, celle qu'on prépare discrètement pendant qu'on crie victoire en public. Ce que cela suggère, sans le prouver définitivement, c'est que la guerre de 2026 ressemble moins à une victoire militaire en cours qu'à un enlisement stratégique dont les deux parties cherchent une sortie acceptable. L'Iran ne peut pas gagner militairement contre les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas détruire le programme balistique iranien sans aller bien plus loin qu'ils ne sont prêts à aller. L'impasse est réelle. Et pendant que l'impasse dure, le yuan s'installe dans le détroit d'Ormuz. Je veux m'assurer que vous voyez bien ce que cette configuration implique concrètement. Pas pour les marchés, pas pour les États, pour vous. Revenons à l'échelle de votre quotidien. Le gasoil de David Lequintrec à 1,35 €, c'est aussi votre carburant.
En France, la hausse des prix à la consommation de 1,1% sur le seul mois de mars 2026 efface une partie significative de n'importe quel bien salarial. Sur une année projetée à 3,5% d'inflation, c'est le pouvoir d'achat de millions de ménages français qui recule. L'indicateur de confiance des ménages est à un niveau que Marc Toiti compare à celui des périodes de crise les plus sévères de ces dernières années. Mais il y a quelque chose de plus grave encore, et de moins visible. Alain Falentot évoque la loi Sapin II. Cette loi française, peu connue du grand public, permet aux autorités de bloquer les rachats de fonds en cas de crise de liquidité bancaire. Si le shadow banking implose, les fonds de crédit privé ne peuvent plus rembourser les épargnants. Et dans ce cas, les autorités peuvent activer ce mécanisme, légalement, pour bloquer vos retraits. Le fonds de garantie des dépôts bancaires, le mécanisme censé protéger vos économies en cas de faillite, est évalué par Falentot à environ 5 milliards d'euros, pour 4 000 milliards d'euros de dépôts, soit un 250e de ce qu'il devrait couvrir. Je ne vous dis pas que votre épargne va disparaître, je vous dis que les pare-feux sont très minces et que la convergence des 3 crises que nous venons de décrire les sollicite simultanément. Il y a aussi un signal faible qui mérite votre attention. Un document évoque un décalage de 10 jours dans le paiement des fonctionnaires français, un report qui signalerait une tension de trésorerie à Bercy. Si ce signal se confirme, il indiquerait une crise de liquidité souveraine imminente, dans un contexte où les taux d'emprunt français ont déjà bondi. Et au-delà du carburant et de l'épargne, c'est aussi l'agriculture qui est frappée. La hausse du prix du gaz et des engrais pèse directement sur les exploitations. Ce qui relie tout cela, c'est une réalité simple. La guerre de 2026 n'est pas une guerre lointaine. C'est une guerre dont vous payez le prix chaque fois que vous faites le plein, chaque fois que vous faites vos courses, chaque fois que vous épargnez ou empruntez. Et si le basculement monétaire d'Ormuz vers le yuan s'ancre durablement, les mécanismes qui ont amorti les crises précédentes, la capacité américaine à inonder le monde de dollars sans en payer le coût, seront moins efficaces. Ce que cela signifie pour les taux, pour l'inflation et pour votre épargne à long terme, c'est une question ouverte, mais ce n'est plus une question hypothétique. Alors, revenons à la question que je posais en ouverture. Est-ce que la guerre de 2026 est le moment où le dollar perd son rôle de monnaie du pétrole mondial? Ou est-ce une crise de plus qui se résorbe? Vous avez maintenant tous les éléments pour construire votre propre réponse. Voici la mienne. Le basculement est réel. L'Iran prépare une loi pour encaisser les taxes d'Ormuz en yuan. La Chine et la Russie soutiennent ce basculement. Les États-Unis sont dans une impasse militaire qui prolonge chaque jour l'exposition des acheteurs de pétrole à ce nouveau régime monétaire en cours de mise en place. Mais un basculement monétaire mondial ne se produit pas en quelques semaines. Il se produit quand les habitudes changent, quand les réserves souveraines basculent, quand les traités commerciaux s'adaptent. Ce processus prend des années. Ce que la guerre de 2026 semble faire, ce que les faits suggèrent sans le prouver définitivement, c'est accélérer un basculement qui était déjà en cours, en lui donnant un point d'ancrage géographique concret et symboliquement irrésistible. Le point de passage de 20% du pétrole mondial, potentiellement taxé en yuan, si cette loi est adoptée. Ce n'est pas la fin du dollar, c'est peut-être le début de sa fin comme monnaie exclusive du pétrole. Et ça, c'est une différence de degré qui produit une différence de nature. Voici les 3 signaux à surveiller dans les prochaines semaines et prochains mois. Premier signal, la date du 6 avril, l'ultimatum de Trump pour la réouverture du détroit. S'il est à nouveau repoussé, ce sera la confirmation d'une reculade stratégique qui change le rapport de force perçu. Ensuite, le Parlement iranien et la loi de rupture nucléaire. Si l'Iran sort du traité de non-prolifération et cesse sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, le conflit entre dans une dimension nouvelle. Le nouveau guide suprême refuserait de valider la fatwa interdisant l'arme atomique. Si c'est confirmé, c'est un changement de nature du conflit, pas seulement d'intensité. Le troisième signal, et peut-être le plus déterminant à court terme, ce sont les élections de mi-mandat américaines.
Avec seulement 30% d'opinions favorables, selon les sources disponibles, cela déterminera la trajectoire du conflit pour les 12 prochains mois. J'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que le yuan peut réellement s'installer comme monnaie de référence pour le pétrole mondial à moyen terme? Ou estimez-vous que le dollar a des ressources structurelles que cette crise ne suffit pas à épuiser? J'attends vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de réel, partagez-la. Pas pour l'algorithme, pour les personnes autour de vous qui méritent une lecture documentée de ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est vraiment le moment. Dans une prochaine vidéo, nous allons zoomer sur quelque chose que nous n'avons pas évoqué aujourd'hui. Le désengagement silencieux du Qatar. Un allié historique des États-Unis qui cesse d'autoriser les frappes américaines depuis son sol et qui n'est plus ciblé par les missiles iraniens. Et elle raconte quelque chose de très précis sur l'avenir de la coalition américaine au Moyen-Orient. Rendez-vous très bientôt.